Cette année, la sécurité sociale fête ses 80 ans. Issue de longues luttes et du travail du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale est une institution particulièrement chère aux Français. Son rôle est d'assurer l'ensemble des citoyens face aux risques sociaux que sont les retraites, les accidents du travail, la maladie, la dépendance ou encore la famille. Ce système d'assurance sociale unique au monde fonctionne grâce aux prélèvements et aux cotisations sociales payées par les salariés et les employeurs. La sécurité sociale remplit ainsi une double mission, protéger les citoyens et assurer une redistribution des richesses, conformément au principe de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ces dernières années, on assiste à une focalisation médiatique et politique sur le fameux trou de la Sécu. Et les politiques publiques s'inscrivent dans une recherche d'efficience et de rentabilité. Alors, les objectifs initiaux des pères fondateurs de la sécurité sociale ont-ils disparu ? Pour répondre à cette question, nous recevons Léo Rossel, historien et maître de conférences à Paris-Dauphine et auteur du livre « La Sécu, une ambition perdue » aux éditions Jean-Claude Lattès. Léon Rossel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour Gavroche. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, revenir sur le contexte dans lequel a été créée la sécurité sociale ? Déjà, il faut rappeler que tout ne se crée pas en 1945. Certes, on retient, là on fête les 80 ans, donc on retient notamment la date du 4 octobre 1945, qui est la date de l'ordonnance qui porte création de la sécurité sociale, mais il faut bien rappeler quand même que cette réforme-là, justement, elle s'inscrit dans une histoire, dans le temps long en fait, dans toute une histoire héritée. Alors on peut remonter au moins à la Révolution française pour voir apparaître le principe selon lequel les secours publics sont une dette sacrée de la nation, et donc l'idée d'une laïcisation de la charité religieuse. Ça provient, cette expression-là, selon laquelle les secours publics sont une dette sacrée de la nation, ça provient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, donc de la République montagnarde. Elle était portée par les robespierristes. Et justement, au moment de la chute de Robespierre, au moment de Thermidor, eh bien, toutes les expérimentations qui avaient été mises en place en termes de bienfaisance nationale, comme on disait à l'époque, disparaissent progressivement et s'ouvre un 19e siècle au sein duquel l'État refuse d'intervenir plus directement dans les questions économiques et sociales. Bon, alors je passe très très vite pour vite arriver à 1945, mais quand même, il faut dire que ce 19e siècle est marqué par la mise en place, le développement de deux traditions politiques, philosophiques. Une première, donc, qui est, on peut dire, une tradition républicaine qui va revendiquer une protection sociale universelle reposant sur la solidarité nationale, et donc qui se veut héritière de la Révolution française. Et puis il y a aussi une deuxième tradition qu'on peut dire ouvriériste, dans le sens où elle naît dans le monde du travail et où elle s'appuie sur les caisses de secours mutuels, qui sont donc une forme de solidarité professionnelle en quelque sorte, et qui sont en même temps des caisses de résistance au patronat et à l'État, parce qu'elles sont d'ailleurs clandestines. Bon, je passe un peu plus vite. On a aussi à la fin du siècle, à partir surtout des années 1880, des initiatives patronales qui vont, dans le cadre du paternalisme patronal, créer des caisses de retraite. Alors on pourrait penser que c'est un peu humaniste, voilà, mais c'est surtout un moyen en fait de fixer la main-d'œuvre, parce qu'à ce moment-là, la main-d'œuvre ouvrière est mobile. Les ouvriers vont d'une usine à l'autre quand on leur propose un salaire supérieur. Et justement, donc, c'est un outil qui est trouvé par les patrons pour fixer cette main-d'œuvre. Concrètement, il faut passer 12 ans dans l'usine pour avoir le droit à une retraite. Et donc voilà, c'est vraiment cet élément-là qu'il faut comprendre. Et puis on en vient enfin, encore à cette fin du 19e siècle, mais plutôt dans les années 1890, à l'apparition d'une philosophie très importante qui est le solidarisme, qui est inspiré de l'œuvre de Léon Bourgeois, qui était un radical. Et ce solidarisme, il va postuler le fait que, étant donné que les individus ne peuvent pas être considérés comme les seuls responsables de leur situation socio-économique, il faut que la société s'organise autour de la solidarité.
Donc ça, c'est une philosophie très importante, notamment dans la naissance de l'État social. Elle va beaucoup inspirer ce qu'on appelle les réformateurs sociaux, la nébuleuse réformatrice, et elle est donc à l'origine des premières lois de protection sociale, les premières lois de l'État social, donc notamment la loi sur les accidents du travail en 1898, celle sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910, ou encore sur les assurances sociales qui naissent entre 1928 et 1930. Donc voilà, ça montre bien qu'avant 1945, il y a déjà des origines, il y a déjà des législations qui sont héritées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles sont très imparfaites. Elles sont dénoncées, alors notamment par le mouvement ouvrier, qui critique notamment la CGT des retraites pour les morts, parce que les fameuses retraites ouvrières et paysannes, elles sont d'abord à partir de 65 ans. Or, l'espérance de vie des ouvriers à l'époque, c'est 48 ans et demi. Donc voilà, on voit bien la limite. Et il y a aussi le fait qu'ils critiquent le paternalisme, parce que ça repose ou bien sur du paternalisme patronal, étatique, voire religieux, et au contraire, donc, notamment cette tradition ouvrière, elle revendique la gestion par les intéressés eux-mêmes, par les travailleurs eux-mêmes, avec cette idée qui provient notamment de Marx, selon laquelle l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et justement, quand on en vient à la résistance, notamment au Conseil national de la résistance, il y a un consensus qui se porte sur le fait qu'il faut réformer cette ancienne législation. Pourquoi ? Parce qu'elle est inefficace. En plus, il y a toute une multiplicité de caisses dans les anciennes assurances sociales. Il y a plus de 1000 caisses d'origine patronale, départementale, confessionnelle, parfois syndicale ou souvent mutualiste. Et donc, c'est un système très inefficace, très inégal en fonction des caisses. Et c'est ce sur quoi porte donc le consensus au sein de la résistance, du Conseil national de la résistance, et qui aboutit dans son programme du 15 mars 1944 à un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à l'ensemble des citoyens des moyens d'existence dans tous les cas ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Donc c'est une formule un peu minimale. Je ne sais pas si vous avez une autre question pour faire la suite, mais je peux continuer sinon. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais enfin, juste peut-être pour terminer sur ça, c'est une question, c'est une formulation un peu minimale dans le sens où il faut susciter l'unanimité au sein de la résistance. Le problème du programme du Conseil national de résistance, c'est qu'il doit être accepté par l'ensemble des tendances, donc des communistes aux gaullistes, en passant par les socialistes, par les radicaux, par les démocrates chrétiens et même par certains royalistes qui étaient opposés à la collaboration. Et donc, il y a tout un tas de questions qui ne sont pas encore... il y a tout un tas de débats qui ne sont pas encore tranchés. La question du financement, on n'en parle pas encore. Enfin, il y a des débats, mais on ne s'arrête pas justement sur une forme définie de financement. Et c'est pareil pour la gestion des caisses. On dit comme ça, les intéressés, l'État, mais on ne sait pas en quelle proportion. Voilà. Ok. La sécurité sociale, du coup, est vraiment créée en 1945. On est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens qui ont des systèmes assurantiels de protection qui ont été créés 20, 30 ans, voire bien avant. Pourquoi est-ce que ça a été créé qu'en 1945 et pas avant ? Alors c'est une bonne question. En effet, il y a d'autres pays qui ont développé des systèmes de protection sociale, notamment d'assurance sociale auparavant. On pense évidemment au système du chancelier Bismarck dans les années 1880 en Allemagne, dans l'Empire allemand, qui va développer ce système d'assurance sociale, donc un système obligatoire pour les salariés et avec donc financé par la cotisation et avec une gestion paritaire, on pourrait dire, dans le sens où c'est à la fois les patrons et les syndicats de salariés qui gèrent ce système d'assurance sociale. Là encore, on pourrait penser que c'est pour protéger la population, que c'est humaniste, etc. L'objectif premier de Bismarck, et je renvoie à tous les travaux qui ont été faits sur l'État social allemand, notamment par Sandrine Koth, l'intérêt de Bismarck, c'est de freiner la montée du socialisme en Allemagne. C'est de couper un peu court, et d'ailleurs ça interpelle le mouvement ouvrier international, européen, qui se positionne donc de façon critique vis-à-vis de ces assurances sociales-là. Et malgré tout, ce mouvement ouvrier va reprendre cette idée d'assurance sociale, mais avec l'idée qu'elles doivent être vraiment gérées par les intéressés eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le programme du Parti ouvrier français de Jules Guesde et de Paul Lafargue en 1882, on a comme ça un système selon lequel la société doit prendre en charge notamment
les invalides du travail et les vieux travailleurs, et avec des caisses gérées par les intéressés eux-mêmes. Donc voilà, il y a évidemment des projets antérieurs. Je parlais tout à l'heure de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910. En fait, c'est le résultat d'un très long processus parlementaire. Dès la fin des années 1870, surtout début des années 1880, il y a des projets, des propositions, notamment de Martin Nadeau, qui est le fameux député maçon creusois, qui propose déjà un système de retraite. Mais ça prend énormément de temps. Les libéraux s'y opposent évidemment. Et cette fameuse loi même de 1910, elle provient en fait d'une proposition de 1906 portée par les radicaux, notamment Paul Gies et le fameux Léon Bourgeois, et qui était bien plus ambitieux. Cette proposition était bien plus ambitieuse que la loi qui est finalement votée. Donc voilà, on est en retard. En tout cas, on va dire, là où on est en retard, c'est par rapport à une protection sociale universelle, obligatoire, enfin un système obligatoire de protection sociale qui concerne le maximum de population, part de la population. On peut penser à d'autres exemples d'ailleurs, hein, aussi en Tchécoslovaquie, il y a un système assez avancé à l'époque, dans tout un tas de pays. Et en Grande-Bretagne, il y a le fameux rapport Beveridge, le plan Beveridge, en 1942, qui prévoit, alors c'est pas encore, c'est après-guerre aussi qui se met en œuvre, mais qui prévoit là un système national de santé publique qui repose sur donc une gestion étatique et sur un financement par l'impôt. Donc voilà, ce qui fait qu'en France, ça a pris plus de temps, c'est cette lenteur, on va dire, du processus législatif, c'est toutes les oppositions. Pareil, la loi sur les assurances sociales, elle arrive en 1928-1930, mais c'est une proposition de 1919, et là aussi, elle est très en deçà des ambitions initiales. Et donc voilà, c'est vraiment cet élément qui permet de comprendre que le chemin a été long en France vers l'application, enfin la mise en œuvre du fameux régime général de la sécurité sociale né en 1945. Tout à l'heure, vous parliez d'une peur rouge à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi cette peur rouge au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où le Parti communiste est le premier parti de France? Est-ce que les gaullistes ont justement fait quelques concessions sociales par peur des communistes? Oui, alors ça c'est un débat historiographique qui a nourri pas mal de développements et de questions. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que on parlait tout à l'heure du Conseil national de la résistance, et de fait, même s'il y a cette recherche d'unanimité, même si il y a des questions qui ne sont pas encore tranchées parce qu'elles font toujours débat, il y a un tropisme très important vers des mesures progressistes, et ça c'est dû à l'hégémonie des forces de gauche dans la résistance, notamment dans la résistance intérieure, et le fait que le Parti communiste, la CGT, la SFIO, dans une certaine mesure aussi les démocrates chrétiens du MRP, ont vraiment cette ambition-là réformatrice assez profonde, et c'est aussi une conséquence de la guerre d'une certaine façon. Le libéralisme économique est complètement discrédité à la Libération, de même que le patronat qui a participé à la collaboration. Pourquoi ? Parce que le libéralisme économique est désigné comme l'une des causes de la guerre, l'une des causes déjà de la crise financière de 1929, et donc des réponses autoritaires, voire totalitaires entre guillemets, qui ont suivi cette crise et qui ont amené à la guerre. Donc ça c'est un élément très important qui permet de comprendre donc l'orientation socialisante du programme du CNR et de son application au moment de la libération, avec donc une très forte hégémonie des forces progressistes qu'on retrouve d'ailleurs alors déjà dans l'Assemblée consultative provisoire, qui est l'assemblée née de la résistance, en tout cas qui réunit l'ensemble des partis, des syndicats et des mouvements de résistance qui étaient d'abord à Alger puis à Paris après la libération. Et donc on a vraiment une part très importante des éléments communistes, cégétistes, la CGT d'ailleurs qui est réunifiée en 1943 et qui, à la libération, revendique 5 millions d'adhérents. Donc ça permet de comprendre en effet le compromis
certains parlent d'un consensus gaulo-communiste, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Il y a une forme de compromis institutionnel qui se met en place avec la reconnaissance du leadership, entre guillemets, du général de Gaulle comme chef incontesté de la résistance. Il y est parvenu, enfin de la France libre, il y est parvenu en partie aussi en s'adressant à ces forces de la résistance intérieure, quand à partir de la fin de l'année 1942, il associe dans ses discours la sécurité nationale et la sécurité sociale. Ça, c'est une façon pour lui justement de faire un pas vers les forces progressistes. Et donc c'est aussi ce qui permet de comprendre ce contexte historique si particulier de la libération et qui est propice donc à la mise en œuvre de ces réformes de structure très ambitieuses, notamment sur le plan économique avec des nationalisations, voilà, les CE aussi, les comités d'entreprise, et des mesures sociales de grande ampleur comme ce fameux plan français de sécurité sociale. Voilà pour l'essentiel. Après, De Gaulle et les gaullistes vont assez rapidement changer de braquet. Déjà, quand ils voient que l'hypothèse révolutionnaire, on se demande un moment si le Parti communiste français ne va pas essayer de prendre le pouvoir par les armes. On le voit très très rapidement qu'en réalité non, notamment avec le retour de Maurice Thorez. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues. Déjà à l'époque, il était plus révolutionnaire. De qui? Ah, le Parti communiste. Ah, ça, je suis historien, je me garderai bien d'analogie avec le présent, en tout cas dans des questions aussi partisanes. Néanmoins, il est évident que l'hypothèse d'une prise de pouvoir des communistes par les armes s'évanouit très rapidement, que le Parti communiste accepte le retour de la légalité républicaine, et d'ailleurs il s'en fait un peu un champion, hein. Il se fait le champion de la reconstruction, de la refondation de la République française, autour, par contre, c'est vrai, d'un discours et d'un programme très ambitieux sur le plan social. Voilà, ça on peut le dire également. Voilà pour l'essentiel. Pour rentrer un petit peu plus dans l'actualité, peut-être un petit peu moins sur le plan historique, il y a quelque chose qui me marque, moi, c'est l'attachement des Français à la sécurité sociale. Au début du livre, vous parlez justement du mouvement I Don't Wanna Be French venu des États-Unis, et voilà, ces jeunes Français sur TikTok qui montrent leur carte vitale. On a l'impression un petit peu de quelque chose de spécifique, de particulier, alors qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, et vous le dites à la fin du livre, classe le système social français comme entre la 15e et la 20e place. Donc deux questions en une finalement. Pourquoi ce sentiment extrêmement fier vis-à-vis de ce système social et de la sécurité sociale? Et qu'est-ce que la sécurité sociale à la française, si je peux dire, a de particulier vis-à-vis des autres? Pourquoi on a ça, voilà, je brandis cette carte vitale, c'est pas le cas ailleurs. Alors en effet, la sécurité sociale, c'est un élément de la fierté nationale. En fait, c'est aussi un trésor national, hein, parce que ça appartient à l'ensemble des Françaises et des Français, même de la population plus largement. C'est un élément de fierté nationale de ce point de vue-là qui se repère notamment dans les sondages d'opinion, dans les enquêtes d'opinion, à travers un très fort attachement. Je cite notamment un sondage qui montre que 88% de la population française déclare être très fortement attachée à la sécurité sociale. Donc c'est quelque chose d'assez massif. Pourquoi? Eh bien, ça se comprend assez facilement. C'est parce que le système de santé français, le système de protection sociale français est l'un des plus protecteurs au monde, si ce n'est le plus protecteur si on regarde par rapport au niveau de remboursement, par exemple, enfin au reste à charge. Il a démontré son efficacité et son caractère aussi juste socialement au moment de la crise financière de 2008, plus récemment au moment de la pandémie de Covid-19. Et d'ailleurs, si on compare notamment aux systèmes libéraux ou étatiques, tant vantés par les pourfendeurs du modèle social français, on voit qu'il a été beaucoup plus efficace que notamment aux États-Unis. Voilà. D'où notamment cette fameuse trend, cette tendance sur TikTok, à travers laquelle les membres français de ce réseau social ont répondu à la tendance de I don't wanna be French. Je ne voudrais pas être français, quoi, en gros, en brandissant leur carte vitale comme un emblème justement de cette fameuse fierté nationale. Et pourquoi? Parce que, comme on le dit souvent, c'est sûr que quand vous allez à l'hôpital en France, on commence par vous demander votre carte vitale, alors qu'aux États-Unis, on va vous demander votre carte bleue. Alors ça montre quoi? Ça montre que notre système français repose avant tout sur la solidarité nationale. C'est pas un système aussi ouvert au marché qu'ailleurs.
Il y a et ça se remarque notamment à travers les dépenses de protection sociale. Pourquoi? Parce que les dépenses de protection sociale, c'est le secteur socialisé des dépenses de santé. Alors que si on regarde du point de vue des dépenses de santé, justement, les États-Unis dépensent 17% de leur PIB en dépenses de santé, alors que la France, c'est 12%. Donc on voit que de ce point de vue-là, c'est un modèle déjà plus juste, en effet, plus solidaire et aussi plus efficace. Et dans la conclusion de votre livre, vous appelez les citoyens à repolitiser la sécurité sociale. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement repolitiser la sécurité sociale? Alors, j'appelle pas les historiens à repolitiser la sécurité Les sociale. citoyens, pardon, Les je veux dire. citoyens davantage. Sans doute. En tout cas, je pense que, ce sur quoi j'insiste aussi dans ce livre, c'est sur le fait que l'histoire de la sécurité sociale, c'est avant tout une histoire politique. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'espoir, de débat, de propositions, de revendications, de lutte, parfois de conflits, mais aussi de compromis. Et notamment le moment 1945, on ne l'a pas encore évoqué, enfin, très rapidement en tout cas, mais c'est le moment d'un compromis très original, notamment dans le champ de la sécurité sociale, parce que c'est une rencontre inédite entre, d'une part, une haute fonction publique modernisatrice, souvent passée par la résistance, qui est très attachée à une conception émancipatrice de l'État social, et de l'autre côté, un mouvement ouvrier très puissant au lendemain de la guerre, une CGT, je l'ai déjà dit, à 5 millions d'adhérents, en tout cas qui revendique 5 millions d'adhérents, et donc un mouvement ouvrier auréolé de sa participation à la résistance et qui est en capacité de conquérir une position centrale dans la démocratie sociale naissante. Pourquoi? Pourquoi on parle de démocratie sociale? Parce que le régime général de la sécurité sociale, initialement, il est géré par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire que les conseils d'administration des caisses sont composés à 75% de représentants des salariés à travers leurs syndicats et 25% de patrons. Donc on a vraiment une gestion ouvrière des caisses, en tout cas à majorité ouvrière. Pourtant, dès les années 50, Ouais. c'est plus une majorité ouverte, c'est une majorité patronale. Alors c'est plus compliqué que ça. Syndicale. C'est plus compliqué que ça. En fait, à partir de 1947, ces fameux conseils d'administration sont élus à travers des élections sociales. Et la division syndicale au sein des syndicats de travailleurs, de salariés, fait que la CGT, donc, qui est majoritaire initialement, qui d'ailleurs dispose d'un quasi-monopole dans la mise en place de la sécurité sociale de ces caisses sur le terrain, eh bien, elle va se retrouver progressivement marginalisée par l'alliance des autres centrales syndicales et aussi d'un patronat qui peut parfois jouer de cette division syndicale et apporter ses voix, notamment pour l'élection des directeurs de caisse, à un autre syndicat, à une autre centrale syndicale. Et c'est en ça que on reste quand même jusqu'en 1967 dans un modèle de gestion ouvrière, mais en réalité, cette gestion ouvrière, elle est fragilisée par la division syndicale. Déjà, en fait, à partir de 1947, avec à la fin de l'année, la division entre la CGT et Force ouvrière. Le fait aussi que la CFTC, donc le syndicat chrétien, se retrouve renforcé par les élections sociales d'avril 1947, qui est une victoire de son point de vue, même s'ils ont 26% seulement des voix et la CGT 60%. Ça rééquilibre un peu la représentativité syndicale antérieure. Et donc voilà, c'est un élément qui va fragiliser en fait la gestion ouvrière en réalité et donner davantage de poids au patronat, même s'il n'a que 25% des voix. Et à partir de 1967, en plus, il y a l'instauration avec les ordonnances Jeanneney du paritarisme. Donc là, très concrètement, ça veut dire que désormais les caisses sont gérées à 50-50 par le patronat et les syndicats ouvriers. Et donc ça donne de facto la majorité au patronat qui peut là encore s'allier avec les syndicats de salariés dont il se sent le plus proche. Ensuite, c'est plutôt l'État qui a cherché à avoir une mainmise sur la sécurité sociale, pas sur la gestion de la sécu. Oui, il y a ensuite une dynamique d'étatisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, alors déjà, à partir de 1967, ce sont des ordonnances qui réforment en profondeur la sécurité sociale. Donc on voit bien que l'État, à travers ce pouvoir normatif, donc, va réformer la sécurité sociale. Et progressivement, en plus, il va davantage même
prendre de pouvoir dans la gestion du système. Ça passe par plusieurs éléments. Alors déjà, il y a en 1991 la création de la CSG, donc la contribution sociale généralisée. Ça a quoi comme effet? Ça a un effet politique dans le sens où ça concerne évidemment le financement de la sécurité sociale, mais le financement par cotisation, qui est la forme qui est retenue en 1945, permettait une autonomie budgétaire de la sécurité sociale vis-à-vis des arbitrages de l'État. Et là, en fait, en faisant progresser la part revenant de la fiscalité dans le financement global de la sécurité sociale, ça va légitimer d'une certaine façon une intervention plus importante de l'État en la matière. Ensuite, il y a une autre date très importante, c'est 1996, donc c'est les suites du plan Juppé, et c'est l'instauration des fameuses lois de financement de la sécurité sociale dont on entend déjà parler là dans la période, et donc qui sont vraiment une reprise en main du financement de la sécurité sociale par l'État, puisque c'est une loi qui chaque année est votée par le Parlement autour d'un projet proposé par l'exécutif. Donc c'est assez clair de ce point de vue. Et puis progressivement, alors surtout à partir du début des années 2000, notamment des grandes réformes de 2004, on va rentrer dans une phase de gouvernance étatique, mais inspirée aussi du nouveau management public, avec la définition d'objectifs de dépenses notamment, et leur évaluation, l'évaluation de cette politique sociale, ce qui fait qu'on rentre dans une phase encore plus antidémocratique d'une certaine façon, et qui est dénoncée, y compris parfois par des membres de ces fameuses élites de l'État social. Comment vous expliquez justement cette mutation de la sécurité sociale parce que moi, quand je lis un petit peu le livre, j'ai l'impression effectivement je ne sais pas si le terme est approprié, mais d'une forme de déclin de la promesse de départ de la sécurité sociale à partir de la fin des 30 Glorieuses, en fait, finalement, à partir du milieu des années 70, avec tout ce que vous venez d'expliquer. C'est quoi le regard que vous portez dessus et comment vous l'expliquez, et surtout, est-ce que c'est, entre guillemets, inévitable à l'avenir? Alors le livre s'intitule La Sécu, une ambition perdue, point d'interrogation, ce qui montre que, selon moi, en effet, une ambition qui est centrale initialement dans la portée révolutionnaire de la sécurité sociale, c'est la volonté de créer un ordre social nouveau. Donc ça, c'est notamment une expression utilisée par Pierre Laroque, qui est le premier directeur de la sécurité sociale et qui reprend d'une certaine façon une idée déjà présente chez Jaurès, donc c'était de créer un ordre social nouveau, et d'autres expressions aussi qui montrent bien cette portée révolutionnaire. Alors déjà, lui, il dit lors d'un discours, c'est une révolution qu'il faut faire et c'est une révolution que nous ferons. On a un peu du mal à imaginer aujourd'hui un haut fonctionnaire tenir un tel discours. Et puis, si on parle d'un autre personnage qu'on a, je crois, pas encore, et ça c'est incroyable, évoqué, à savoir Ambroise Croizat, donc qui est... Ambroise Croizat, c'est un ancien ouvrier métallurgiste dès l'âge de 13 ans, qui gravit progressivement les échelons de la CGT et du PCF, qui devient secrétaire de la Fédération des métaux, la toute puissante Fédération des métaux de la CGT en 1928, puis député communiste du Front populaire en 1936, etc. Et qui, après avoir passé la guerre en prison, est libéré et est nommé par la CGT clandestine comme son représentant, l'un de ses représentants au sein de l'Assemblée consultative provisoire. Ambroise Croizat, par la suite, même, il devient président de la Commission du travail et des affaires sociales de cette fameuse Assemblée, et avant d'arriver au poste ultime, presque, j'ai envie de dire, dans sa carrière, à savoir celui de ministre du Travail et de la Sécurité sociale à partir de novembre 1945. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Pierre Laroque et Ambroise Croizat, ils viennent donc de deux milieux très différents, l'un un haut fonctionnaire, l'autre un ancien ouvrier, et malgré ça, malgré ces origines très différentes, ils ont su travailler ensemble, ils ont su faire advenir un héritage commun, et ils ont su aussi parler le même langage, celui de l'intérêt général et de la justice sociale. Alors pourquoi je le dis? Parce que on retrouve beaucoup, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on retrouve beaucoup aussi d'expressions communes que les deux emploient de façon un peu, enfin on ne peut pas savoir si c'est l'un ou l'autre en fonction des contextes, et tous les deux aussi disent qu'il faut libérer les Françaises et les Français, plus largement la population, du besoin, mettre les Françaises et les Français à l'abri du besoin et les libérer de la peur du lendemain. Donc ça, c'est un élément aussi très important au moment de la création de la sécurité sociale, c'est cette ambition-là qui est un peu révolutionnaire et qui
peu à peu va, selon moi, se perdre, en tout cas du côté des politiques sociales. Pourquoi? Parce que on va passer donc d'une logique de financement des besoins et de droits sociaux reconnus comme étant universels à une exigence inverse de réduction des dépenses publiques, sachant que l'équilibre financier de la sécurité sociale, c'est des dépenses et des recettes, et en même temps qu'on va limiter les dépenses, on va aussi limiter les recettes, ce que certains appellent une politique de la caisse vide. Et donc ça pose un problème, et c'est ça qui est à l'origine du déficit de financement en réalité de la sécurité sociale, que certains appellent le trou de la sécu. Ça, c'est des éléments qui sont importants à rappeler. Et pourquoi? Parce que ça montre bien cette dimension politique de la sécurité sociale. Ce discours budgétaire, il apparaît un peu dépolitisé. Hein, voilà, il faut juste, c'est les gens raisonnables. Il faut gérer des ressources. Voilà, bon, on va faire des réformes pour sauver la Sécu. En réalité, à chaque fois, ce sont des arbitrages politiques. Ce sont des décisions politiques, et ce qui montre qu'il n'y a pas de fatalité, pour en revenir plus précisément à votre question, il n'y a pas de fatalité à laisser détruire une institution sociale qui est centrale dans le quotidien des Français et dans le pacte social républicain. Donc non, il n'y a pas de fatalité de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'appelle à repolitiser les enjeux autour de la sécurité sociale, à rappeler cet élément-là. Et alors, il y a des... Moi, je suis historien, hein, je m'en tiens à ma fonction, mais on observe aussi qu'il y a des partis politiques, des syndicats, des collectifs citoyens parfois, qui s'emparent de ces sujets, qui certes parfois sont dans une attitude défensive, notamment lorsqu'il y a des réformes, hein, de la sécurité sociale, des retraites, donc pour défendre un peu cet héritage-là, mais qui parfois aussi repartent un peu à l'offensive, ont une attitude un peu plus offensive, envisagent de conquérir de nouveaux droits, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la sécurité sociale, et c'est tout ce qu'on a comme réflexion autour de la sécurité sociale, de l'alimentation, de la culture, de la mort aussi également, et même parfois, de plus en plus, une sécurité sociale environnementale. Voilà, l'idée que toutes ces questions-là, tous ces besoins, tous ces risques sociaux doivent être pris en charge par la collectivité, en tout cas par la solidarité, étant donné qu'ils peuvent concerner l'ensemble de la population et que c'est un facteur d'insécurité. Justement, dans les années 60-70, la catégorie sociale la plus pauvre, c'était les retraités. Aujourd'hui, en 2025, c'est les jeunes. Est-ce que, selon vous, comment la sécurité sociale pourrait œuvrer contre la précarité chez les jeunes? C'est une très bonne question. En effet, d'une certaine façon, l'une des réussites de la sécurité sociale et du système de retraite, c'est précisément le fait que la population âgée, les vieux travailleurs et les vieilles travailleuses, comme on disait à l'époque, ont été jusqu'aux années 70 la catégorie la plus pauvre de la population. Je renvoie aux travaux ici notamment de Christophe Capuano. Et à partir de cette décennie-là, donc, ils cessent d'être la catégorie la plus pauvre. Et en effet, aujourd'hui, on voit une hausse de la précarité étudiante, notamment, plus largement des jeunes. Et donc, c'est sûr que c'est un élément qui doit interpeller les pouvoirs publics, et notamment l'État social. Ces élites sont personnelles. Comment ensuite faire pour... Là, on est dans l'ordre de la proposition, et je ne suis pas je suis pas un professionnel de la politique, je suis pas là pour répondre. Voilà. Néanmoins, on peut voir qu'il pourrait y avoir des systèmes de prise en charge. Alors déjà alimentaire, par exemple, la question des Crous, mais ça, c'est pas à la sécurité sociale en tant que telle d'y répondre, si ce n'est à travers l'idée, par exemple, d'une sécurité sociale de l'alimentation. Là, en effet, mais ce serait avec un caractère plus universel, généralisé à l'ensemble de la population. Certains parlent par exemple d'une allocation d'autonomie pour les étudiants et les étudiantes, certains parlent de tout un tas de projets comme ça pour faire en sorte qu'il y ait déjà une égalité aussi de la population face aux études, en tout cas que les personnes qui proviennent d'un milieu plus aisé et ceux qui proviennent au contraire d'un milieu plus modeste puissent avoir les mêmes chances au moment de leur enseignement supérieur. On pourrait même dire déjà en amont, hein, au moment de l'enseignement secondaire, etc. Et voilà, après, j'ai pas de solution miracle plus précise que ça, et je m'en tiendrai à ma position d'historien. D'accord. Et aussi pour les indépendants qui sont beaucoup moins protégés par rapport aux risques sociaux, que ce soit l'arrêt maladie pour la retraite, est-ce qu'il y a des perspectives
de politiques publiques à destination pour améliorer leur protection? Alors déjà, il faut revenir aux origines. En 1945, les indépendants font partie de tout un tas d'un ensemble de groupes sociaux qui s'opposent à leur intégration, à leur affiliation au régime général. C'est le cas aussi des cadres, plus largement, c'est le cas voilà, des artisans, commerçants, même des professions libérales et des professions aussi agricoles. Il y a cette opposition au fait d'être affilié à un régime de salariés avec l'idée que sinon on va payer pour eux et qu'en plus on va prendre en charge des risques qui ne nous concernent pas forcément directement. En réalité, ce qu'on voit, c'est que, notamment dans les années 50, leurs caisses, notamment aux indépendants et à plusieurs professions, sont déficitaires et c'est le régime général qui se retrouve à devoir compenser le déficit de ces groupes, enfin de ces régimes spéciaux, alors même qu'il n'a pas de financement prévu pour ça. C'est ce que les syndicats à l'époque dénoncent comme étant des charges indues qui vont peser sur le financement du régime général pour recouvrir en quelque sorte le déficit de ces groupes-là, de ces régimes spéciaux qui, par antagonisme de classe, qui, par volonté de distinction, avaient refusé d'être inscrits, d'être affiliés au régime général. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Après, par la suite, enfin récemment, en raison notamment de cette inefficacité du régime social des indépendants, il a été intégré, la date il me semble que c'est 2018, au sein du régime général. Après, voilà, il y a en effet tout un tas de risques, notamment par rapport au chômage, où ils ne sont pas pris en charge. Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre comme proposition. Le fait que le statut d'auto-entrepreneur, notamment, se développe, est-ce que, Ça, c'est sûr. justement, s'il y a toute une partie de la population qui ne va pas bénéficier de certains droits de la sécurité sociale, du coup? Oui, c'est le souci du fait que la sécurité sociale s'appuie à son origine sur la société salariale. Le fait que, d'ailleurs, au tout début, ça concerne uniquement les salariés, il y a l'idée de la généraliser à l'ensemble de la population, notamment c'est la fameuse loi Croizat du 22 mai 1946, mais qui ne sera jamais véritablement appliquée. Et donc, c'est sûr que le développement notamment des auto-entrepreneurs, plus largement des professions non salariées, empêche ces individus-là d'être couverts pour les mêmes risques que les salariés. C'est pour ça aussi que le salariat apparaît aussi comme une condition assez protectrice dans le monde du travail, dans le fameux marché entre guillemets du travail, parce que ça s'accompagne de tout un tas de droits reconnus donc comme étant attachés à cette caractéristique. Et donc là, on peut penser aussi aux travaux, par exemple, de Sarah Abdelnour, qui montre que, les auto-entrepreneurs, en effet, sont confrontés à un déficit de droits, d'une certaine façon aussi, et qu'ajouter de plus, elle montre aussi qu'il y a quand même le développement de formes de solidarité, d'action collective dans ces groupes qui pourraient, a priori, ne pas y être propices. Ok. Et si vous deviez résumer en 3 mots l'héritage de la Sécu? Pour conclure. En 3 mots, Ouais. ambition à retrouver. Non, je plaisante. Non, un peu plus sérieusement, l'héritage de la Sécu, c'est quand même, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ça reste malgré tout un système encore efficace, solidaire et relativement juste, malgré toutes les attaques, toutes les menaces même qui pèsent encore sur lui, mais malgré les déremboursements, malgré les projets voilà, de reste à charge, de franchise et autres, ça reste un système assez efficace et ensuite il ne tient qu'à nous de parvenir à l'étendre encore davantage. Ok. Est-ce que la réussite Et à renouer avec cette ambition de libérer les Françaises et les Français, l'ensemble de la population, de la peur du lendemain.